Oui, bon. Oui, au début, merci beaucoup pour l'introduction, merci pour l'invitation aussi, pour l'honneur qui m'a été fait de venir ici présenter. Bon, il faudra que j'avoue que c'est la première fois que je vais essayer de présenter en français. Sinon, au début, je pensais faire ça en anglais. Et bon, mais je vais essayer de parler en français. Donc mon exposé ce matin, c'est à propos du réseau intelligent. Donc, mon collègue Innocent hier avait parlé un peu de cela. Donc, c'est dans ce sens-là que je vais discuter. Alors, pour le plan, voici ce que je vais parler de l'introduction, vous introduire le truc, et puis la situation énergétique en Afrique. Et puis, je vais essayer d'expliquer un peu qu'est-ce que c'est le réseau intelligent. Je crois qu'hier, on en avait parlé aussi, les opportunités et avantages de la mise en œuvre du réseau intelligent en Afrique, et puis les défis de la mise en œuvre du réseau intelligent en Afrique, et puis ensuite la stratégie pour l'avenir, et puis après, c'est la conclusion. Alors, quand il s'agit de l'énergie électrique, nous savons que sans accès abordable et fiable, il n'y a pas de croissance économique, il n'y a pas d'amélioration de la qualité de la vie humaine. Donc, on a besoin de pouvoir avoir accès à l'énergie électrique et il faudra que cette énergie aussi soit fiable. Donc, si on regarde dans le monde entier, on voit que les pays développés qui ont plus d'accès à l'énergie et qui ont une énergie fiable se développent plus que les pays en voie de développement. Donc ça, c'est un point, et c'est vraiment clair dans ce sens-là. Maintenant, quand il s'agit du réseau électrique, mon collègue, la dernière fois, hier avait parlé de cela. Et il n'y a pas eu un grand changement depuis plus de 100 ans que ça a été créé. Nous avons un problème d'infrastructure. Et puis ensuite, on voit qu'il y a beaucoup de charges croissantes de l'énergie, la demande croît, mais on n'est pas en mesure de pouvoir répondre à ces besoins-là. L'autre point, c'est que le réseau maintenant a commencé à vieillir parce que ça a été implémenté dans les années 60-70. Vous voyez, c'est plus de 30 ans maintenant. Donc, il y a beaucoup de problèmes, et le réseau est stressé, il y a de congestion, et cela crée beaucoup de problèmes, non pas seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Peut-être certains d'entre vous se rappellent encore de ce que nous appelons blackouts. Ça, c'est la panne générale. Il y en a beaucoup maintenant. On a plus de blackouts maintenant qu'avant. Dans le monde entier, il y a plus de blackouts dans les dernières années, dans les dernières dizaines d'années qu'avant. On se rappelait du blackout en Amérique du Nord du 14 août 2003, où il y avait plus de 50 millions de gens qui n'avaient plus d'électricité, et ça a coûté environ 6 milliards de dollars. En 2012, il y a eu aussi une grande panne en Inde, et il y a environ 120 millions de gens qui étaient atteints par cette panne-là, et il y avait environ 20 États en Inde. Et c'était la première fois que ça s'est passé, et c'est à cause du stress sur le réseau électrique. C'était stressé, ils ne pouvaient pas avoir assez d'énergie. Et puis, si on revient en Afrique, je pense que on connaît l'Afrique du Sud, mais en 2008, on a eu aussi des problèmes en Afrique du Sud, où on a eu des problèmes de délestage tournant, ce qu'on appelle en anglais rolling blackouts,
où il n'y avait pas assez de génération, il n'y avait pas assez de centrales pour pouvoir donner les demandes. Et c'était la première fois que ça s'est passé en Afrique du Sud. C'était la première fois. Donc, on a appris là que, bon, l'électricité, on avait pris ça comme quelque chose qui est donné. Quand moi je me lève le matin, je sais que je peux prendre du thé, je peux prendre du café, il n'y a pas de problème. Mais on a compris vraiment en ce temps-là qu'il fallait faire quelque chose. Donc, les blackouts ont continué à augmenter. Et donc, nous voyons que notre réseau n'est pas aussi solide qu'on voulait. Ce n'est pas aussi fiable comme on le voulait. Et comme mon collègue disait hier, que si les géants étaient revenus à la vie aujourd'hui, si Edison était revenu à la vie, il va découvrir que c'est la même chose. Rien n'a changé. Alors que si les autres de la télécommunication, lui, il était revenu, il ne va même plus reconnaître ce qui se passe. Donc, en réalité, au XXIe siècle, on ne peut plus continuer avec ce qu'on a. Il va falloir changer. L'autre problème qu'on a, c'est que le réseau circule à un sens seulement. Vous voyez, parce que le courant, normalement, l'électricité, ça vient des centrales et puis ça circule et ça va sur les consommateurs. Ça a été toujours comme ça. Ben, mais dans les années 90, on a commencé à privatiser et comme ça, il a fallu transporter beaucoup d'énergie sur le transport de tous et ça a créé des problèmes parce que quand on avait créé ceci, ce n'était pas dans ce but-là de transporter une masse grande d'énergie. Donc, en termes de structure, nous avons encore des problèmes parce que la façon dont ça a été créé, c'était seulement des centrales sur les consommateurs. Donc, cette façon-là ne peut plus marcher maintenant parce que nous avons maintenant les énergies renouvelables et tout cela. Et donc, les consommateurs aussi veulent avoir de leur propre générateur et puis ensuite essayer de vendre aussi au réseau. Et ça devient un problème parce que ceci n'était pas créé dans ce sens-là. Bon, quand on vient maintenant sur le fait que nous utilisons plus de charbon, la consommation fossile continue et c'est la principale source d'énergie que nous avons aujourd'hui dans le monde entier, surtout dans les pays industrialisés. Et nous voyons qu'il y a des générations de CO2 parce qu'on utilise beaucoup de charbon. Et l'année passée, par exemple, on a généré un tiers des émissions de CO2 venaient du charbon. Merci. OK, d'accord, merci beaucoup. Bon, nous voyons donc que nous sommes en train de parler de l'énergie verte pour pouvoir résoudre ce problème de pollution générale. Et je vais en venir plus tard quand il s'agit de l'Afrique du Sud, dans ce sens-là. Donc, nous avons ce problème-là et nous pensons que c'est l'énergie renouvelable qui va nous aider. Et donc, l'année passée, par exemple, il y a eu la production solaire et éolienne a augmenté à un rythme à 2 chiffres et l'énergie solaire surtout a augmenté de 31%. Okay? Comme on disait hier, le coût du panneau électrique a diminué d'environ 60% depuis 2008. Et donc, on a plus de l'énergie renouvelable. Mais l'année passée, ça n'a pas suffi. Bien qu'on ait beaucoup d'avantages, ça n'a pas suffi à répondre à tous les besoins. Donc, il a fallu, bien sûr, utiliser les fossiles aussi. Mais nous pensons que dans l'avenir, c'est dans cette direction que nous allons aller parce qu'on n'a pas d'autre choix. Vous voyez, on parle du changement climatique et tout cela. Donc, le choix qu'on a, c'est de nous aller plus dans l'énergie renouvelable et d'avoir plus de renouvelables pour que nous puissions diminuer la pollution du CO2. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que quand nous avons cette structure du réseau qu'on a maintenant, ça ne peut pas prendre à une grande quantité. Si on met beaucoup d'énergie renouvelable, par exemple le solaire ou bien éolienne, on a des difficultés.
Donc ici, je montre certains problèmes qu'on a. Par exemple, pour les panneaux solaires, si on en a beaucoup, cela pourra nous donner une augmentation soudaine de tension transitoire et stationnaire, conduisant à une violation de la limite de la tension, parce que normalement, on a une limite de tension qu'on ne doit pas dépasser. Et quand on met beaucoup plus de renouvelables qui, normalement, est transitoire, ça peut créer des problèmes. Et si vous regardez ici, vous voyez que ici, par exemple, on a une diminution qui va jusqu'à 0, qui n'est pas acceptable. Donc ça, c'est le changement. Et puis ensuite, on a encore là-bas une grande différence qui va au-delà. Et ici, on a essayé de simuler ceci. Et pour la courbe qui est en haut là, on dit qu'on a une marge de 5%. Vous voyez, quand on augmente les panneaux solaires, on va plus et on dépasse cette limite-là. Donc, la structure qu'on a aujourd'hui ne peut pas nous aider si nous voulons vraiment avoir plus d'énergie renouvelable. Et c'est ça le problème. Par exemple, si vous prenez l'Afrique du Sud, avant 2008, la compagnie énergie électrique là-bas, qu'on appelle Eskom, n'acceptait pas que les gens puissent amener les renouvelables parce qu'ils savaient qu'il y a des problèmes. Ils n'étaient pas équipés pour pouvoir prendre cela. C'est seulement quand il y avait eu des problèmes, c'est là où ils ont accepté avec, pas de bon cœur, hein, ils n'avaient pas de choix, qu'il y ait des renouvelables. Donc, si on met plus de renouvelables, on a des problèmes. Et ça veut dire que nous ne pouvons pas, avec la structure que nous avons, continuer de cette façon. Il va falloir maintenant changer de paradigme, c'est ça, l'idée de Smart Grid. Donc, si on a un réseau intelligent, on pourra donc essayer de résoudre ce problème. Donc, c'est ça l'idée de le réseau intelligent. Cette idée, c'est venue récemment. Et bien sûr, ça a commencé aux États-Unis et puis en Europe et tout cela. Et nous savons, c'est la différence, bien sûr, entre le réseau qu'on a maintenant et le réseau intelligent, c'est qu'on est en mesure d'avoir plus de renouvelables. On peut avoir plus de renouvelables. Et puis, on parle aussi du fait qu'on peut bien, comment l'appelle-t-on, pour les demandes qui augmentent, on pourra bien aussi s'en sortir avec ces demandes-là. La grande différence aussi ici, c'est que nous avons deux voies. Ce n'est pas seulement unidirectionnel, c'est deux directions. C'est-à-dire que le courant peut venir des centrales électriques chez le consommateur, et le consommateur aussi peut vendre du courant. Et ça, c'est ce qu'on ne peut pas faire maintenant. OK? Bon, donc, on va introduire d'autres équipements comme les compteurs intelligents, comme les capteurs et tout cela. Et cela va changer la façon dont nous produisons l'électricité, nous transmettons l'électricité et nous consommons l'électricité. Donc, l'idée du réseau intelligent, c'est une idée qui est adéquate, qui pourra nous aider au XXIe siècle avec la croissance de l'énergie, parce que ça continue à croître. Maintenant, nous aurons beaucoup de... Bon, bien sûr, quand on a le réseau intelligent, donc on a par exemple ici, c'est la haute tension, et puis on a le stockage, ici on a les intelligents, on a la basse tension, les générateurs là, et on pourra bien s'en sortir avec le réseau intelligent. Donc ça, c'est le concept. Et quand il s'agit de l'application en Afrique du Sud, par exemple, on est encore derrière l'Europe ou bien l'Amérique du Nord. Ouais. Et quand on parle de l'Afrique en général, bon, il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, c'est de ça que je vais parler maintenant. En ce qui concerne la situation énergétique de l'Afrique, et quand je parle de l'Afrique, je parle principalement de l'Afrique subsaharienne, parce que le Maghreb, ils sont déjà, presque tous sont 100% d'accès. Mais quand il s'agit de l'Afrique subsaharienne, c'est là où on a des problèmes. Alors, l'accès, ce n'est pas seulement l'accès, mais il faut aussi la fiabilité de l'électricité.
Et c'est ça ce qu'on a, c'est ça le problème. Et la situation en Afrique subsaharienne est pire quand on compare au reste du monde. Dans le cas de l'accès de l'électricité, la capacité installée et la consommation globale. Et nous pouvons dire que ces dernières années, il y a eu beaucoup de progrès. Quand il s'agit de l'électrification rurale, il y a eu beaucoup de progrès. Mais ça ne suffit pas parce qu'on a encore une grande majorité, environ 600 millions de personnes en Afrique subsaharienne qui encore n'ont pas d'électricité, n'ont pas accès à l'électricité. Okay? Bien que la population subsaharienne est de 13% de la population mondiale, les gens qui n'ont pas d'électricité dans le monde, l'Afrique subsaharienne compte à environ 48% de ces gens-là. Et donc, le taux moyen d'accès de l'électricité est environ de 43%, soit la moitié du taux d'accès global. Okay? C'est ça la situation actuelle qu'on a. Si vous regardez le tableau là-bas, vous allez voir, dans ce qui concerne l'accès à l'électricité, donc il y en a qui sont moins de 25% de la population, sont ces pays-là. La majorité des pays est ici, c'est-à-dire que moins de 50%. Hein? À plus de 50%, à 75%, on a la population ici. Bien sûr, le Sénégal est ici, inclus ici. Et puis ensuite, on a cette partie-là, plus de 75%. Bien sûr, le Seychelles a environ 100%. Et puis l'île Maurice, 98%. Et puis les autres. Je vais parler plus tard un peu de deux cas des géants de l'Afrique, du Nigeria et de l'Afrique du Sud. Et cela pourra nous donner un peu des idées que nous avons. Bon, donc c'est ça la situation que nous avons aujourd'hui. Si vous prenez les pays comme les pays au Moyen-Orient, par exemple, en termes d'accès à l'électricité, ils sont vraiment en avance sur nous, dans ce sens-là. OK. Juste une question. Est-ce que vous savez quel est ce pays ici? Ah oui, Swaziland. C'est ça. Moi, je ne savais pas ça. C'est quand j'ai commencé à... Je ne savais pas qu'ils ont changé de nom. Bon, OK. Là, on va prendre le cas du Nigeria. Nous savons que c'est qui a la plus grande population en Afrique et la 7e population du monde. Ils sont environ 200 millions. Et c'est la plus grande économie de l'Afrique. OK, ils ont surpassé l'Afrique du Sud ces dernières années. Et ils ont beaucoup de pétrole, ils ont beaucoup de gaz naturel et tout ça là. Si vous voyez, en ce qui concerne les capacités installées, ils ont environ 12 522 MW qui a été installé. Bon, bien sûr, il y a le thermique, il y a l'hydro. Et le thermique, il y a plus de 10 000 et l'hydro environ 2 000. Mais ils ne sont pas en mesure de pouvoir, comment appelle-t-on, de pouvoir assouvir aux demandes. Parce que l'année passée, ils n'ont pu qu'envoyer environ 4 000 MW. 4 000 MW pour 200 millions de personnes. Ça, c'est du désastre. C'est-à-dire que ce n'est pas possible de faire quoi que ce soit avec ça. Et quand il s'agit de la perte, agrégation de pertes, collection et tout cela, environ 49% est perdu. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas récupérer de l'argent pour 49% de trucs qu'ils sont en train de générer, de la puissance électrique qu'ils sont en train de générer. Ils ne peuvent pas récupérer l'argent pour cela. OK, donc le taux d'accès, ça a augmenté un peu maintenant, c'est 54,4% récemment. Avant, c'était à environ 45%. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Et le problème, c'est quoi? C'est que quand il s'agit de l'électricité qu'ils ont, ce n'est pas fiable. On parle d'accès, on parle d'accès 54,4%, mais les gens ne peuvent pas utiliser cette électricité-là. Parce qu'en moyenne, il n'y a l'électricité que 4 heures par jour. En septembre, j'étais là,
au Nigeria. C'est-à-dire qu'à chaque instant, il y a toujours des coupures. Il faut avoir ce qu'on appelle le backup. Si vous n'avez pas un générateur diesel, ce n'est pas possible de travailler. Donc, environ 70% des gens là-bas ne peuvent pas travailler sans le backup, s'ils n'ont pas de générateur. Et ça coûte 4 fois plus cher que s'ils devaient aller au réseau. Donc, c'est ça le problème qu'on a. Et il y a le pénurie aiguë de gaz. Nous savons tous qu'ils ont de gaz là-bas, mais ils ne peuvent pas l'utiliser. Ouais, parce qu'il y a de l'instabilité, parce que les gens ne sont pas contents. Il y a de pénurie de gaz. Bon, vous demandez comment se fait-il que vous avez de gaz et il y a de pénurie de gaz. Moi, je ne comprends pas. Mais c'est ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bon, écoutez, on va faire quelque chose. Pourquoi ne pas privatiser notre énergie? Privatisons ça, et c'est ce qu'ils ont fait en 2005. Ils ont privatisé, comme les gens ont fait en Europe. OK, ils ont privatisé, donc, au lieu d'avoir un découplage vertical comme on a maintenant, ils ont un découplage horizontal, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent générer, on appelle les producteurs indépendants d'énergie, et le transport, et puis ensuite, ici, la distribution. Donc, il y a beaucoup de compagnies ici qui sont dans la distribution. Il y en a 11, ils ont 11. Il y en a ici qui sont dans la génération. Bon, malgré cela, bon, au début, on pensait que ça devait résoudre le problème puisqu'on a privatisé. On dit que bon, c'est parce que le gouvernement, ils ne pouvaient pas bien faire le travail. Il faut privatiser, que ça va marcher. On privatise, mais ce qu'on attendait n'est pas réalisé. Parce qu'après la privatisation, il y a encore des problèmes. Il y a encore des problèmes. Donc, il ne suffit pas seulement de copier les choses de l'extérieur, mais il faudra adapter ça à notre situation, et c'est ça ce qui s'est passé. Parce qu'il semblerait qu'ils ont fait un contrat de privatisation qui n'était pas un bon contrat. Et ça a créé des problèmes. Donc, nous voyons que l'infrastructure est délabrée. Bon, pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'investissement important dans l'entretien et éventuellement de corruption aussi en cours. OK? Bon, nous savons donc que l'économie nigérienne est bloquée pendant des années à cause de cela. Et bien qu'ils ont des projets pour ce qui concerne l'accès universel, pour que tout le monde puisse avoir de l'électricité dans 2030, ils ont un objectif de production de 32 gigawatts d'ici 2030 et de renouvelables de 30%. Bon, il faut dire que récemment, ils ont pu avoir de contrats avec Siemens qui va essayer de produire environ 25 gigawatts dans 2025, environ 2025. Bon, quand on va sur l'Afrique du Sud, on a aussi de problèmes là-bas, surtout quand il s'agit de de l'électricité qui est générée, parce que nous avons plus de charbon, donc 91% de l'électricité est générée basée sur le charbon, et on a seulement 8,8% qui est de renouvelable. Et puis ensuite, quand il s'agit de CO2, on produit environ 1,45% d'émissions mondiales. OK? Nous aussi, on a des pertes. Bon, je pense que ça, c'est l'Afrique du Sud, et moi, je suis ici, au Cap. OK? Et on a la seule génération de nucléaire, là, ici. Et la plupart des trucs sont basés là. Pour Malanga, la plupart des centrales sont basées là parce que c'est là qu'il y a plus de charbon. Donc, au début, donc, il n'y avait pas de problème. Si vous regardez ce truc ici que j'ai, la pointe avant, en 1999, c'était plus grand que l'availabilité de générateurs. Okay? Au fur et à mesure que les années continuent, on n'a pas pu ajouter de capacité. Et ce qui fait qu'en 2017, vous allez voir qu'il n'y avait pas assez de trucs. Et la réserve a diminué. Normalement, on avait un cible de 15%, la réserve a diminué jusqu'à ce point en 2007 où on a des problèmes. C'est ça, c'est ce qui a créé le problème. Et ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement a dit à Eskom, on n'a plus besoin de centrales parce que nous allons demander aux producteurs indépendants d'énergie pour qu'ils puissent nous donner l'électricité, mais ils n'ont pas fait cela, ce qui a créé des problèmes pour tard. Bon, alors,
il y a une stratégie qu'on a adoptée en Afrique du Sud, c'est qu'on a pu prendre ce qu'on appelle, le RIP, là, c'est-à-dire le programme des producteurs indépendants d'énergie renouvelable. Et c'est ça qui a permis qu'on puisse avoir plus, parce qu'on donne de plus pour les étrangers, et donc les gens qui peuvent installent le renouvelable, et c'est ça qui a permis qu'on a pu atteindre 8,20%. Bon, donc je pense que quand il s'agit de réseaux intelligents, nous avons plus de l'intelligence comparée au réseau actuel que nous avons, et cela va nous aider. Bon, je vais donc quitter cette partie-là parce qu'on me dit qu'il n'y a pas assez de temps. Bon, quand il s'agit de réseaux intelligents, donc on va parler de l'intelligence artificielle. Et c'est ça, le cerveau du réseau. Donc il faudra l'intelligence artificielle. Et le premier jour, le professeur Olivier Pianon avait parlé de ce que nous appelons le réseau neuronal artificiel. Et ça, c'est une façon qu'on peut utiliser. Aussi, il y a beaucoup de mathématiques. Là, dans ma présentation, je n'ai pas donné de mathématiques, mais c'est ça. Et puis, on parle aussi de l'intelligence en essai. C'est l'étude de colonies de comportement social telles que les oiseaux, les fourmis et tout cela. La logique floue, ce sont des choses qui peuvent être utilisées. Et ça, c'est mon intérêt. Je suis vraiment intéressé à cela. L'intelligence artificielle. Qui a beaucoup d'atouts. OK. Bon, ça va révolutionner la façon dont nous produisons, transportons et consommons. Il va permettre la 4e révolution industrielle et le potentiel de vie. Bon, les opportunités en Afrique, on en a beaucoup. On sait que nous avons beaucoup d'abondant énergie renouvelable, vent solaire, hydroélectrique et géothermique. Et quand on parle du charbon et tout cela, on en a en abondance. Si on prend le continent africain, c'est comme un géant panneau solaire. On a de potentiel environ de 11 000 gigawatts. 11 000 gigawatts. Bon, nous savons que dès 2040, la population va doubler et on aura atteint l'accès d'environ 70%. Et cela n'est pas possible si on n'a pas le réseau intelligent. Donc, on a beaucoup d'opportunités dans ce sens. Il y a beaucoup de gens, nos jeunes par exemple, qui sont très débrouillards, qui veulent vraiment travailler et sont en train de chercher du boulot. Si vous prenez l'Afrique du Sud, par exemple, on a un taux de chômage d'environ 29%, et qui est vraiment délabrant. Donc, il y a de possibilités de réagir à la solution micro-réseau et tout cela pour pouvoir atteindre ce qu'on veut. Donc, la mise en œuvre du réseau intelligent, nous pouvons voir ce qu'on aura besoin, par exemple, d'accès universel, amélioration de la sécurité et puis la création d'emplois. Les défis sont aussi grands. Nous avons beaucoup de défis. À part les défis qu'on a généralement, les défis qu'on a ici en Afrique, c'est surtout pour avoir l'énergie disponible à prix abordable. C'est ça, le prix abordable. Et puis ensuite, l'efficacité. Okay? Si on arrive à introduire l'efficacité, on va réduire les pertes et cela va changer beaucoup de choses. Donc, si on veut prendre le réseau intelligent pour l'Afrique, il faudra qu'on puisse adapter ça à nos conditions. Parce que c'est vraiment très cher, surtout le compteur intelligent. C'est ça qui va beaucoup aider. Par exemple, en Afrique du Sud, à Johannesburg, ils ont implanté cela et cela aide à prévenir les vols. Et les vols sont un peu partout. En Afrique du Sud, il y en a beaucoup. Et ça pourra nous aider. Donc, ce sont ces défis-là que nous avons. Nous avons la nécessité de modifier les politiques réglementaires parce que ça empêche les gens d'investir. Et puis, le manque de compétences humaines. Okay? Il faudra bien vraiment qu'on investisse dans cela parce qu'on a besoin de gens qui savent faire et puis pouvoir. Si vous prenez le cas de la Chine, par exemple, quand moi j'ai étudié là dans les années 80, tous les étudiants veulent aller aux États-Unis. Maintenant, ils veulent tous revenir parce que le gouvernement a mis en place des choses qui peuvent pouvoir les attirer. Et c'est pourquoi la Chine avance de la façon dont elle avance.
Et nous devons aussi essayer de voir dans ce sens-là, il y a beaucoup de cerveaux africains qui sont ailleurs, et comment faire pour les attirer, pour qu'ils reviennent, et qu'ils puissent... Donc c'est ça, la stratégie pour l'avenir, je pense que nous tous nous savons, les renouvelables, on pourra faire cela, et puis l'efficacité, le bon signal, et puis investir. Et il faut la collaboration entre le gouvernement et les privés. Bon, donc je pense que c'est ça. Merci beaucoup. Sur le réseau intelligent, ce n'est pas seulement la production. Donc la production, le transport et puis la distribution. Quand il s'agit de la production, nous disons qu'il y a beaucoup d'émissions de CO2 et il faut la réduire. Donc on veut avoir plus de renouvelables. Mais si on ne prend pas le réseau intelligent, on ne peut pas avoir plus de renouvelables parce que le réseau qu'on a actuellement n'est pas disponible, n'a pas été adapté pour cela. Okay? Donc dans ce domaine-là, pour qu'on puisse avoir, par exemple, les gens disent 100% de renouvelables, pour avoir cela, ce n'est pas possible avec ce qu'on a maintenant. Il faudra changer cela. Donc dans le transport, il y a beaucoup d'énergie de perte. Hein, dans le transport, et il y a beaucoup de vols, par exemple, dans le transport. Il faudra, quand on a, par exemple, les compteurs intelligents et tout cela, cela pourra nous aider. Donc, pour le transport, la distribution aussi, dans ce domaine aussi, on pourra... Donc, si vous n'avez pas assez de génération, il faudra que vous, par exemple, en Afrique, on a beaucoup de soleil, on pourra utiliser cela. Donc, il faudra regarder dans ce sens-là. Et puis le coût continue à diminuer. Ça va continuer à diminuer jusqu'à les bonnes. Bien sûr, il y a d'autres problèmes qu'il faudra revoir.